Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on débrief le Grand Prix d'Australie en MotoGP avec un petit peu de retard. On va revenir sur ce qui s'est passé à Phillip Island la semaine dernière avec un Grand Prix, un week-end un peu tronqué, mais qui a été plus intéressant que d'habitude, avec notamment la victoire de Johan Zarco. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps, notamment du rugby ce soir. Je ne sais pas à quelle heure sera mise en ligne cette vidéo, mais il y aura notamment le débrief de la mi-temps et le débrief du match sur TikTok de la petite finale de la Coupe du Monde. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire également un super thanks. Grand Prix d'Australie. Circuit qui donne souvent des courses très intéressantes, parce que déjà, le circuit a été très bien réalisé, que ça donne souvent des courses serrées dans toutes les catégories. Même s'il faudrait aller quand même en Australie à un autre moment de l'année, parce que c'est vrai que pour les conditions climatiques, c'est toujours très compliqué, notamment au niveau des températures, mais aussi au niveau de la pluie, mais surtout au niveau des températures climatiques, où il fait grosso modo 7-10 degrés. Quand il flotte, ça devient l'horreur. Les pilotes sont complètement congelés dans leur combinaison. Le cadre est absolument somptueux. Phillip Island, c'est quand même un cadre magnifique, là aussi, c'est vrai. Et le fait de ne pas avoir de course sprint, ça a fait que les pilotes ont fait des mauvais choix. Et je me suis dit, mais c'est là où il y a un gros problème avec la course sprint, c'est que ça casse cette idée. En fait, ça casse les mauvais choix qu'on avait lors des Grands Prix. L'année dernière, ou les années précédentes, il y avait toujours des pilotes qui prenaient un petit peu des risques sur le Grand Prix, et parfois ça ne marchait pas. Très clairement, en tentant de prendre un soft ou en tentant de prendre un hard en pensant que le pneu allait mieux marcher à la fin du Grand Prix. Cette année, les pilotes n'ont pas fait de mauvais choix parce qu'en fait, ils avaient les données la plupart du temps de leur premier run, quasiment deux courses. Ils avaient les données d'une moitié de Grand Prix. Donc, qui ne se faisaient pas avoir sur le rythme du Grand Prix. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu souvent des dimanches un petit peu ennuyants, il faut bien le dire. Peut-être même souvent plus ennuyants que le samedi, alors que là, on a eu un vrai dimanche de course alors que c'était le samedi. Pourquoi? Pas de course sprint. Les pilotes ont donc pu faire des mauvais choix au niveau de leurs pneus, et ce qui change énormément la donne. Un Jorge Martin n'aurait pas fait ce choix-là de pneus si le samedi il y avait une course sprint, parce qu'il aurait vu que ça ne pouvait pas tenir. Il a tenté de faire ce choix de pneu-là parce qu'il ne savait pas comment son pneu allait se comporter. Parce que même l'année dernière, s'il y avait la FP4, ça ne représentait pas le rythme de course. Vous étiez seul, alors oui, vous aviez le réservoir d'essence, ça permettait de savoir comment se comportait sa machine, mais pas comment les pneus allaient s'user pendant le Grand Prix. Alors que, parce qu'en course, le fait d'attaquer certains freinages différemment, ça modifie le comportement du pneu. Et là, je me suis dit, putain, j'ai enfin retrouvé un vrai week-end de MotoGP comme je les aime. Et je me suis dit, faut arrêter avec les courses sprint, vraiment. Ça ne sert à rien, ça pourrait juste le week-end. Alors que là, je me suis dit, j'ai vu des pilotes qui étaient beaucoup plus concentrés, motivés, moins perturbés, j'avais l'impression, mentalement, par l'enchaînement de courses. Et on a eu une super bataille. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu de course sprint. Le fait de ne pas avoir de course sprint a vraiment, je trouve, rendu le week-end beaucoup plus intéressant. Et moi, ça m'a fait un bien fou, pour tout vous dire. Parce que déjà, j'ai vu un super Grand Prix. Alors moi, je l'ai vu samedi soir, le Grand Prix. Je m'étais fait un petit peu spoiler le résultat. Mais surtout, j'ai enfin retrouvé un vrai week-end de course comme je les aime, avec des erreurs de choix de pneus, avec des pilotes qui savent pas quel rythme aussi de course adopter, aller jusqu'à quel niveau d'attaque. Et ça, c'était bien. Ça m'a fait plaisir. Note du Grand Prix, 15 sur 20. 15 sur 20 parce que le Grand Prix est vraiment de qualité, avec un beau spectacle sur la fin. On a même un très beau spectacle sur la fin. Dommage la réalisation, qui s'est peut-être un peu trop concentrée sur les pilotes de devant. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé... il y avait de la bagarre aussi derrière, hein, ce qu'il faut comprendre. Mais on s'est vraiment concentré sur les 5-6 pilotes de devant et pas trop sur les pilotes qui étaient un peu derrière, où il y avait également un petit peu de bagarre et des beaux dépassements également. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le vainqueur de ce week-end, Johan Zarco. Enfin pour Johan, parce qu'on l'attendait.
parce qu'elle a mis du temps à arriver, mais elle fait un bien fou cette victoire. Déjà parce qu'il était sur 2 week-ends qui étaient vraiment pas top. Sur des résultats, comme d'habitude, je dirais en deuxième partie de saison, qui étaient moins bons. Mais c'est vrai que je crois que l'Australie est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Avec Valence, c'est des circuits où il s'est souvent bien comporté, alors que sur la deuxième partie de saison, c'est toujours un petit peu compliqué pour Johan Zarco en MotoGP. Et puis, ouais, ça fait putain un bien fou de le voir gagner. Surtout avec la manière. Il l'a fait avec la manière, là, hein. C'est-à-dire, il a dû se bagarrer. Le premier tour de course, c'est pas évident parce que il se fait un peu chamailler quand même sur le premier tour de course. Il s'en sort bien. Puis après, il avait un super rythme en deuxième partie de Grand Prix, mais comme il sait le faire. Et puis, bon, bah, l'attaque, là, à un moment, l'attaque avec Martin, enfin, c'est hyper bien réalisé. C'est hyper intelligent de sa part. Voilà, ça fait une belle victoire. Ouais, une belle satisfaction. Tout le monde était. Ce qui m'a fait marrer, c'est que tout le monde dit Zarco, il est pas hyper aimé dans les paddocks. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont salué, qui ont salué sa victoire sur ce Grand Prix. Même des pilotes auxquels je m'attendais pas, Vignales, Espargaro, à un moment. Je me disais pas qu'Espargaro allait le saluer, parce que c'est pas les 2 meilleurs potes du monde. Mais tout le monde a été le voir. C'est assez rare quand même. Alors, moi, vous savez, Zarco, il me fait penser à Thibaut Pinot en cyclisme. Je dis toujours, Thibaut Pinot, qui vient de prendre sa retraite, soit on l'aime, soit on l'aime pas. C'est un personnage quand même clivant. C'est-à-dire, soit les gens l'adorent et l'adulent, soit les gens le détestent, quasiment, Thibaut Pinot. C'est un peu pareil avec Zarco. Et je trouve qu'il y a la même manière de penser entre Zarco et Pinot sur le sport, sur... Certes, en fait, c'est des passionnés. Comme Pinot, c'était un passionné, je pense, il voulait un sport où il avait beaucoup de liberté et le cyclisme lui apportait ça. Je pense que Zarco aussi, Zarco c'est un fan de moto, c'est l'un des rares pilotes moto qui roule très régulièrement en moto. Il y a beaucoup de pilotes moto qui roulent en bagnole hein, pendant tout le temps. Lui, c'est l'un des rares qui roule en moto. C'est un fan de moto, mais vraiment. Et c'est un personnage atypique. Enfin, dans le monde des paddocks, il n'y en a pas deux comme lui, du côté de Johan Zarco. Pareil que Thibaut Pinot. Et je trouve que dans la manière de penser, dans leur manière de penser le monde, il y a un vrai point commun entre les deux qui me saute à la figure depuis en fait un an. J'ai eu cette réflexion-là en début de saison, tout début de saison. Et c'est vrai que là, je me suis dit, ah putain, faut que je le dise hein, à un moment, ce truc-là, parce que c'est vrai que c'est deux personnages atypiques. Et je pense que comme Thibaut Pinot, Zarco, quand il arrêtera sa carrière, même s'il a gagné peut-être qu'un Grand Prix dans sa carrière, imaginons qu'il arrête sa carrière demain, je pense que on se souviendra de lui, alors qu'il y a des mecs qui auront peut-être eu 2, 3 titres de champion du monde, dont on se souviendra absolument pas de leur carrière. Je suis pas sûr que Dovizioso, par exemple, dans 15 ans, on se souvienne de lui, alors qu'il a été plusieurs fois vice-champion du monde. Zarco, on se souviendra de lui. Et pas qu'en France. C'est-à-dire, c'est pas qu'un truc, je dis pas ça parce que je suis français et derrière. À l'étranger aussi, il est apprécié, faut pas croire. C'est vraiment un personnage atypique et c'est l'un des rares qui a un vrai gros fan club aussi, qui le soutient. Tu vois, c'est un pilote qui est quand même pas champion du monde, mais il a un énorme fan club pour un mec qui est pas champion du monde. Et je trouve que c'est comme Thibaut Pinot. Voilà, c'est un personnage atypique et ça fait du bien d'avoir ce type de personnage-là dans le monde du sport. Et ça fait du bien de le voir gagner en plus. Parce que certains, je pense qu'il avait peut-être oublié comment on savait gagner, enfin comment il faisait pour gagner des courses. Je crois que là il s'en est rappelé et ça va peut-être débloquer quelque chose comme chez Johan. Et c'est important de le faire là en plus. Je pense qu'il voulait le faire avec Pramac parce qu'il voulait le faire avec Ducati. Ça, c'est vrai que Ducati l'a un peu sauvé hein, à un moment où bah, c'est vrai quand il prend cette place. Alors, je sais plus comment s'appelait l'équipe avant qu'elle s'appelle VR46. C'était, j'ai oublié le nom. Ça va peut-être me revenir dans 2-3 heures. Mais c'est vrai que Ducati, ça avait été fort quand même la proposition. Derrière, bon, il fait une bonne saison, il se retrouve chez Pramac. Et il voulait gagner pour Pramac, parce qu'il s'est toujours très bien senti chez Pramac, que Pramac lui a toujours fourni du bon matériel, et je crois qu'il avait vraiment envie de montrer ce qu'il savait faire et de gagner pour cette formation. Donc
Voilà, il est très très content. Flop, Fabio Quartararo. Week-end difficile. Week-end où ils n'ont jamais eu vraiment la performance. Après, c'est pas forcément le week-end où Yamaha ces dernières années, c'est pas forcément le circuit où Yamaha a eu les meilleurs résultats non plus. Phillip Island, donc. Mais là, bon, on est toujours dans le même problème du côté de Yamaha, c'est-à-dire que on sait pas trop où on va. C'est toujours un petit peu la même chose, mais je pense qu'il y a un déficit de moteur. Je pense qu'il faut déjà qu'Yamaha progresse sur le moteur pour voir où ils en sont en termes de déficit de châssis. Je pense que tant qu'ils auront un moteur déficient en performance, ils ne pourront pas voir où est la catastrophe au niveau du châssis. Quand ils auront un moteur qui aura rattrapé son retard, là ils pourront vraiment travailler sur le châssis. Je pense qu'il y a autant de soucis d'un côté que de l'autre, mais il faut déjà travailler sur le moteur avant de travailler sur le châssis pour moi. Mais oui, bon, 14, c'est sûr que c'est pas la place qu'il souhaite et c'est pas la place qui est au niveau de son talent. Il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, il était champion du monde. C'est ça qui est dingue. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, il était champion du monde. Et là, 2 ans après, il galère à marquer des points en MotoGP. Bon, Morbidelli était au même niveau de performance. C'était compliqué ce week-end pour la formation japonaise. Et puis je termine avec Tech 3, là aussi, mais on n'a pas marqué de points. C'est vrai qu'ils s'en sont souvent bien sortis, Tech 3, en travaillant leur rythme de course en sprint. Ils ont souvent fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont marqué pas mal de points le dimanche. Je crois qu'en sprint, ils n'ont quasiment jamais marqué. Et ils ont toujours, comme ils savaient qu'ils avaient peu de chances de marquer des points en sprint, ils s'en sont toujours servis pour tester les pneus, pour tester le rythme de croisière et être opérationnel le dimanche. Bon, là, ils n'ont pas pu le faire et ça a été un peu plus compliqué à gérer sur un week-end où pourtant les KTM étaient plutôt performantes. Donc, c'est même pas un souci de machine. Parce que quand tu vois ce que fait Brad Binder et même Jack Miller, le niveau de performance était plutôt bon. C'est l'équipe qui n'a pas réussi à trouver la performance avec le matériel que lui a fourni KTM. On passe tout de suite au pilote au top. On passe au pilote au top. Je commence avec Francesco Pecco Bagnaia. C'est un très bon week-end pour lui parce que avec la légère erreur stratégique de Martin, mais qui a quand même fait une bonne course et qui se retrouve pas largué, il marque quand même un peu plus de points que Jorge Martin. Le week-end n'est pas mauvais. Il avait alors ce qui est assez bizarre, c'est que son rythme était assez inégal pendant la course. C'est-à-dire que le départ, il perd un petit peu de temps au bout de 4-5 tours de course. Il se retrouve ensuite à avoir Zarco derrière lui. Il se retrouve un peu dans un no man's land à deux. Et puis, il va cravacher, il va réussir à retrouver du rythme, faire deuxième partie de course, un peu comme Zarco. Au départ, il tracte Zarco, même. Ensuite, Zarco, vraiment, va gagner encore plus de rythme. Sur la fin, il lui en manque un peu. Il lui manque pas grand-chose, mais il ne peut pas aller chercher Johan, aussi parce que le dépassement de Johan est très bien fait, parce que ça empêche d'autres pilotes de passer derrière. Et après, il marque des points, ce qui était important pour lui. Il se retrouve alors à avoir un petit pécule. Ça reste un pécule qui n'est pas énorme, mais c'est un petit pécule de points qui va être important pour lui avant la Thaïlande. Après, il sait que la Thaïlande, il faudra encore recommencer ce week-end, tout simplement, pour avoir le niveau de performance. Mais je pense que ça lui a fait beaucoup de bien d'aller marquer des gros points. Deuxième pilote au top, Di Giannantonio. Depuis qu'il a annoncé qu'il s'est fait virer, ça va très très bien pour lui. Je pense qu'il aura une place chez... je pense que Honda va prendre Viñales. Je pense. Ils essayent juste de s'entendre avec Aprilia pour savoir comment ça va se passer. Mais ils vont prendre soit Viñales, soit Oliveira. Ça va être un des deux. Je pense plus à Viñales parce qu'on sait très bien que Repsol veut un pilote espagnol. Et donc Repsol va forcer un petit peu. Derrière, soit tu fais monter Oliveira dans l'équipe 1, soit Oliveira est recruté, RNF prendra Di Giannantonio. Parce que je pense que celui qui va être le grand perdant, ça va être soit Paulo Espargaro, soit Augusto Fernandez, mais j'aurais plutôt Paulo Espargaro. Et je pense que Di Giannantonio continuera. Mais encore une fois, ce week-end, il a enfin montré un
son niveau, son véritable niveau, on l'attend depuis 1 an et demi, hein, dit Gian Antonio. Je sais pas pourquoi, là d'un coup ça s'est débloqué, peut-être parce qu'il avait plus rien à perdre, il s'est mis moins de pression sur les épaules, ou il s'est mis une pression supplémentaire sur les épaules, ce qui lui a fait du bien, qu'il était un petit peu sur la dilettante et qu'il n'arrivait pas trop de la performance. Mais c'est vrai que c'est assez dingue quand même, parce que jusqu'à maintenant, je crois qu'il y avait une 7ème place sur un Grand Prix pour Di Giannantonio, mais c'était pas dingue ces résultats jusque-là aux 2-3 dernières courses. Et il a vraiment trouvé de la performance. Peut-être aussi que chez Gresini, pardon, on a enfin trouvé des solutions en termes de réglage. Mais ça, je serais quand même assez surpris parce que ça marcherait pas pour Alex Marquez, ça marcherait pour Di Giannantonio. Mais c'est vrai que là, ça se passe super bien. Je pense que lui aussi, il avait quand même envie de montrer de quel bois il chauffait et surtout ce qu'il savait faire en MotoGP. Puis il avait envie quand même d'apporter un bon résultat à Gresini qui lui a fait confiance l'année dernière pour le monter en MotoGP. Donc je pense qu'il y avait aussi cette envie-là, un petit peu comme Johan Zarco. Il a saisi sa chance. Il fait un super Grand Prix avec un rythme qui est bien plus régulier que Bagnaia. Vraiment, il avait un bon rythme pendant tout le week-end. Voilà, il fait une super course, c'est pas mal. Jorge Martin, rapidement, il a tenté les softs. Ça a failli marcher, hein. À 2 tours près. À 2 tours près, ça a failli marcher. Ça montre quand même les progrès qu'il a réalisés. Parce que Martin, avec un mauvais choix de pneus comme ça, l'année dernière, il chutait au 10e tour. Il chutait au 10e tour, et, il se mettait une tôle et bon, voilà, il disparaissait complètement. Quand tu vois l'usure du pneu avant, qui était très usé, mais même l'usure du pneu arrière de Jorge Martin, et comment le rythme a complètement chuté, c'est-à-dire que sur la fin, il perdait 3 dixièmes par secteur, 3-4 dixièmes par secteur de circuit. Tu te dis quand même qu'il a vraiment amélioré sa gestion de course, il a vraiment fait des progrès. Je pense au niveau mental, c'est vraiment au niveau mental, je pense qu'il y a eu un grand changement chez Jorge Martin. Avant, il savait déjà être vite, sauf qu'il n'était pas il n'était pas rapide toute la saison. La différence avec depuis la 4e course de l'année, c'est qu'il est rapide à la fois en sprint, à la fois en course longue. Et depuis, tout l'été, il a été performant. Tout l'été, il a fait un super boulot. Et c'est là où il y a une différence. C'est peut-être au niveau physique, mais je pense que c'est surtout au niveau mental. Il appréhende mieux les week-ends, il est plus calme et plus performant. Et plus régulier. Et là, quand tu vois quand même sa course jusqu'à 5-6 tours de l'arrivée, le rythme est vraiment bon. Là, il a 3 secondes et demie d'avance, mais ensuite, le pneu, il a complètement chuté en termes de performance, hein, il a droppé, comme on dit. Le pneu c'est détruit. Et là, après, quand le pneu perd tout d'un coup sa performance, hein, quand il ne peut plus être dans sa fenêtre d'utilisation optimale, après, ça tient un tour, 2 tours, tu arrives à limiter la casse. 3-4 tours, non. Donc, au bout d'un moment, ça a vraiment cédé. Et quand ça a cédé, c'était par pelleté de secondes, quoi. Hein, vraiment. Donc, c'est ça qui est dur. Mais oui, il a des points maintenant de retard sur Bagnaia. On pourrait dire que c'est une mauvaise opération. Mais moi, je note encore ce week-end sa capacité à tenir sa moto, malgré le fait que les circonstances n'étaient plus en sa faveur sur la fin. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, Aprilia. Pourquoi je mets Aprilia en bonnet d'âne ? Parce que c'est un circuit, c'est le premier circuit où on a vu le vrai potentiel de cette machine. Voilà. À l'époque, avec le team Gresini, je me souviens, c'est la première fois où on se dit, à l'époque c'était même Iannone qui était sur la machine. Et là on se dit, ce jour-là, ils font une super qualif. Le Grand Prix le dimanche, ils tiennent le rythme, alors qu'ils avaient une vitesse en ligne droite qui était épouvantable. Ils se faisaient dépasser par 2-3 pilotes en ligne droite. Ils revenaient dans la section un peu plus technique avec les grandes courbes derrière. Alors on s'est dit, putain, cette machine, elle est vraiment efficace. C'est presque le circuit idéal pour Aprilia. Pourtant, sur les 2 courses, enfin sur le Grand Prix, c'est pas ça. Sur la qualif, ils sont pas largués, mais ils sont en retrait. Et encore une fois, depuis le début de saison, c'est pas catastrophique ce que propose Aprilia, mais c'est moins bien que l'année dernière. Ils sont beaucoup plus menacés par KTM qu'ils ne l'étaient l'année dernière.
Au niveau du championnat constructeur, ça se voit assez nettement, hein, l'écart de points est pas énorme. Au niveau du championnat constructeur, avec l'équipe officielle KTM, c'est aussi très serré, il y a 13 points d'écart. Et c'est vrai qu'Aprilia, je trouve que c'est un petit peu compliqué cette année. En termes de performance, c'est surtout que c'est assez inégal, parce que oui, ils ont gagné des courses, mais ils n'arrivent pas à être réguliers, et je pense qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne leur moto, tout simplement, et que ça a été le gros problème cette année d'Aprilia. C'est dommage, parce que leur rythme, là, était pas catastrophique, hein, mais ils n'arrivent pas à accrocher le premier wagon, et on l'a vu sur plusieurs courses, où parfois le dimanche c'était très compliqué, au championnat de pilotes, avec les deux pilotes Aprilia sont un peu derrière aussi. Voilà, c'est une petite déception quand même cette année Aprilia. C'est pas catastrophique, mais c'est une petite déception. Deuxième flop, Honda. Commence à être dur quand même, hein, Honda. Hein, il va falloir vraiment relever la tête l'année prochaine, parce que sinon je suis un petit peu inquiet pour Johan. Et pour tous les pilotes qui seront sur Honda, quand tu vois la faiblesse du rythme de toutes les Honda, tu te dis, bon, alors que c'est un circuit où ils ont rarement été très mauvais. Bon, après cette année, ils ont été un petit peu mauvais sur quasiment tous les circuits, hein, Honda. Et il y a un petit peu que Marquez qui a réussi à s'en sortir, et encore, ça a été de manière épisodique. Quand tu vois que ton premier pilote, je sais plus, il est 14 ou 15e ce week-end, je crois qu'il est 15e, c'est Nakagami. Bah voilà, hein. Marquez, bon, Marquez, je crois que là maintenant, il s'en colle une tous les week-ends. Bon, maintenant il fait plus d'efforts. Voilà, il a la tête déjà concentrée chez Gresini. Ça, je pense que c'est le cas depuis 2-3 courses. Et ça s'est vraiment vu ce week-end que bon, voilà, il était chez Gresini. Même, tu vois, chez Honda, la gestion Johan Zarco c'est Zarco quasiment qui dit bah, stop à Honda parce que Repsol me propose que des trucs un peu foireux et que moi je veux un contrat à bonne et due forme et je choisis LCR. Donc c'est encore une fois un pied de nez à la gestion sportive, mais à la gestion également, je dirais, administrative, managériale de Honda, ce qui fait quand même un gros coup au moral. C'est pas la meilleure manière de commencer en plus une relation pilote enfin constructeur avec Johan Zarco. Ils font rien dans le bon sens, il n'y a rien qui fonctionne. Alors heureusement pour eux, c'est que Yamaha aussi un petit peu dans la même situation. Mais même ce week-end, Yamaha c'est quand même mieux qu'eux. Et pourtant, la moto a un déficit de performance, la moto a un mauvais moteur, c'est quand même moins catastrophique que Honda. Et pourtant, le week-end n'est pas top. C'est là où tu te dis quand même qu'il y a un vrai souci du côté de l'équipe Honda et qu'il va falloir trouver des solutions. Et je ne sais pas quelles vont être les solutions. Je termine avec Bastianini. Quelle saison de merde de Bastianini. Là, il fait 10e, mais bon, tu sens que 10e, c'est compliqué. Il a été absent quasiment la moitié de la saison, plus de la moitié de la saison. En fait, c'est la grosse déception de l'année parce qu'on s'attendait à ce qu'il puisse peut-être perturber Bagnaia. Il a été choisi quand même à la place de Martin et je pense que Ducati s'en mord les doigts maintenant aujourd'hui. Mais il a été choisi à la place de Ducati parce qu'on s'attendait à ce qu'il ait un vrai bon niveau de performance. Là, c'est vraiment pas top ce qu'il réalise. Et ouais, non, c'est très compliqué, quoi. C'est très très compliqué de défendre Bastianini parce que tu vois bien que le niveau de performance n'est pas là. Et c'est une grosse déception. L'écart avec Bagnaia est quand même abyssal. L'écart même avec Martin, avec Zarco. Là, c'est quand même le dernier pilote Ducati. Sur un circuit où donc les Ducati se sont très bien comportés, ça fait un peu mal au moral. À part Marquez qui a été encore moins bon, mais même Marquez a fait quand même quelques courses intéressantes. Et puis Marquez cette année, c'est quand même pas si exceptionnel que ça. Donc non, quand tu vois le niveau de performance qu'il a en ce moment, Bastianini, c'est quand même pas dingue. Alors que pourtant, il a une super machine. Donc ouais, c'est dur. Non, il est même derrière Alex Marquez. C'est vraiment le dernier pilote Ducati, j'avais un doute. Bon, il va falloir quand même se remettre un petit peu en question, parce que sinon l'année va être compliquée pour le pilote Ducati, et puis l'année prochaine, s'il ne retrouve pas un petit peu de rythme, ça risque d'être très très difficile. On regarde tout de suite les classements.
On regarde tout de suite les différents championnats du monde après ce Grand Prix du côté de l'Australie. On commence avec Francesco Bagnaia en tête avec 366 points. L'écart a encore augmenté avec Jorge Martin. On retrouve ensuite Marco Bezzecchi avec 293 points. Binder est quatrième. Il commence à prendre un petit peu d'avance, même si Johann Zarco remonte un petit peu grâce à cette victoire, mais il avait enchaîné de résultats quasiment nuls. Alexis Espargaro 6, devant Maverick Viñales, Luca Marini 8, Jack Miller 9 et Fabio Quartararo qui garde sa 10e place malgré sa 14e place sur du Grand Prix d'Australie. Du côté du classement constructeur, c'est toujours Ducati qui est en tête, devant KTM et Aprilia. Yamaha reste quatrième, juste devant Honda avec 4 points d'avance. Et du côté du classement par équipe, avec cette victoire, c'est sûr que Pramac prend encore plus le large devant la VR46, 526 points contre 441. Ducati est désormais à plus de 100 points, le team officiel. On retrouve ensuite KTM. Aprilia, le match est serré entre ces deux équipes avec seulement 13 points d'écart. On retrouve ensuite Yamaha, Gresini, RNF, qui a 9 points d'avance sur Alcer Honda. Le team Tech 3 est 10e avec maintenant 3 points d'avance sur Honda. Le match est très serré. Eh bien nous, on se retrouve pour faire le débrief du Grand Prix de Thaïlande. Ça sera donc ce week-end, le Grand Prix de Thaïlande. On fera le débrief de cette course et puis ensuite on enchaînera avec la Malaisie, le Qatar et puis pour terminer avec le Grand Prix de Valence. Donc voilà, et on rentre là aussi dans le bon état. Il nous reste 4 Grands Prix du côté de la moto et encore tout à faire du côté du championnat pilote. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.